Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo. Déjà, merci à tous pour vos réactions, je vois vos commentaires, etc. Ça me donne grave de la force. Aujourd'hui, je reçois lui. J'ai même pas besoin de dire son blaze. Oui, faut que je le dise. Panayotis Pasco. Et je le kiffe de ouf, il fait du stand-up, son spectacle s'appelle Presque. On est là pour en parler. Solo avec Sulo, c'est parti. Bonjour, enchanté, ça va John? J'adore les émissions de télé parce que c'est tellement, il y a eu un silence pendant le générique, on s'est installé. Bonjour, enchanté, nous sommes vus depuis 2 heures, mais Bien juste sur France 5. comment ça va? Bonjour, vous allez bien? Ça va et vous? Très bien, merci. Comment tu vas, Pana? Ça va et toi? La pêche, comme il faut? Ouais, on va pas faire genre on se connaît pas, Voilà, on est tous les soirs en plateau ensemble. Exactement. Je suis content de te recevoir en tout cas. Ça, c'est Merci c'est de cool. m'accueillir. Je t'ai vu depuis le début du stand-up, enfin de ton stand-up à toi, Ok. jusqu'à hier. Jusqu'à Ouais. hier où je vois ton spectacle. Déjà, j'ai une première question, c'est pourquoi Presque? Parce que le nom de ton Pourquoi spectacle, presque le nom? Tu sais qu'on me pose beaucoup la question et à chaque fois mes attachés presse ils me disent faudrait que tu trouves une réponse claire, mais je crois que j'en ai même pas. Je crois que je l'appelle presque. Si à la fin du spectacle, je pense qu'on comprend pourquoi ça Mhm. s'appelle presque. Après, j'ai pas envie de spoiler, mais presque c'est aussi l'idée qu'on devient. On n'est jamais soi dans la vie, on est toujours presque soi, on cherche à tendre à une version Mhm. qu'on aime et avec laquelle on est à l'aise de soi. Et je crois que ça correspond aussi un petit peu à ce que j'ai envie de faire sur scène. Ouais. C'est presque plein de choses. Il y a un peu un lien avec l'affiche où on te voit sur une barque, Ouais, sur un étang, je sais pas si c'est un Un peu étang, paumé. ouais, un peu paumé, et Ouais. je suis presque arrivé. ouais, c'est ça. Mais l'affiche a beaucoup évolué dans le travail, parce que j'ai eu la chance de voir les débuts, les premières photos de l'affiche, et je vois qu'elle a beaucoup évolué. Ouais. De ce qu'elle était au début, Ouais, tu ouais. m'avais montré des photos où il y avait un délire un peu futuristique, robot, Ouais, ouais, etc. Et je me rappelle, hein, tu m'avais montré des photos et je t'avais dit, mec, ajoute juste un micro. C'est vrai? Tu vois, ouais. Putain, c'est toi qui m'avais donné Ah ce ouais. conseil parce que je me souviens que quelqu'un m'avait dit mets un micro. Ouais, mais juste un Ah, micro putain. pour le côté stand-up. Ouais, ouais, complètement. Parce qu'on Mais avait. cette affiche d'ailleurs, il y a plein de gens qui savent pas que c'est un spectacle. C'est marrant, à chaque fois, il y a plein de gens qui me disent mais du coup, c'est quoi D'accord. tu fais quoi Tu chantes C'est des claquettes. Donc les gens ne comprennent pas trop que c'est du stand-up, Ouais. mais j'aime bien cette affiche. Et puis quand je pense que tu vois le spectacle, tu comprends pourquoi. Tu nous Pourquoi parles un cette peu de, affiche tu nous parles un peu de l'évolution de l'affiche, comment ça a commencé jusqu'à. De l'affiche, jusqu'à comment ici. ça a commencé je crois que pour écrire sur scène, c'est Adib qui m'a appris, Adib Al-Khalidé, que tu Mhm. connais aussi, qui m'a appris à travailler un peu comme ça. J'avais une idée qui m'obsédait en tête. Mhm. C'était une anecdote que je raconte un peu dans mon spectacle. C'était le fait que ma mère, pour faire plaisir à mon père, chaque été, elle louait un gîte avec un étang Ouais. pour que mon père il puisse aller pêcher. Et on a appris il n'y a pas longtemps qu'en fait mon père il aime pas pêcher. Mhm. Et j'ai trouvé ça tellement, et ça m'a tellement obsédé de me dire mais ça fait 15 ans que ma mère elle louait un gîte avec un étang et que mon père il allait pêcher et à un moment ils se sont rendus compte qu'en fait ça faisait plaisir à aucun des deux. Et je me suis dit mais il y a un truc qui est fou. Et ça m'obsédait cette idée de l'étang, et du coup je me suis dit ce serait juste cool de me voir sur cet étang Mhm. en train d'essayer de trouver une Ça. scène ou un endroit pour faire du stand-up mais d'être paumé sur un étang sur une barque. Un petit Et clin du d'œil. coup, j'ai fait l'affiche sans avoir fait le spectacle. Parce que l'affiche, on l'a faite celle-ci, cette version, avant d'avoir fait le spectacle. Et ça m'a forcé à devoir intégrer cette anecdote dans le spectacle. Et au final, maintenant, c'est un peu ça ouvre et ça termine le spectacle. Ce truc-là par rapport à mes parents, par rapport à moi aussi, le fait que je ne sais pas Ouais, où je tu vois. suis en ce moment. Donc voilà. Ouais. Il y a aussi le fait de ne pas savoir faire des choses, parce que nous, quand on Ouais. voit Panayotis, pour nous, il sait tout faire. Ah bon? Honnêtement, il le fait bien. Ok. Je sais Voilà. pas me Quand faire il fait de thé, quelque par chose- exemple. non. mais- Quand il fait quelque chose, il le fait bien, tu vois. Mais là, dans ton spectacle, on découvre un autre Pana. On voit un Pana, on voit l'intérieur de Pana un petit peu. Ouais. Pourquoi Pana est comme ça? Pourquoi Panayotis est en mode douteux? Pourquoi Panayotis est en mode je sais pas embrasser une fille? Pourquoi? Tu vois, et je pense que l'art du stand-up, ça te permet un petit peu de ressortir un petit peu tout ça, tu confirmes? Ouais, bah oui, mais c'est un côté, de toute façon, ça, on en parle tout le temps, mais c'est le côté un petit peu introspectif du stand-up Mm. qu'on connaît pas d'ailleurs forcément en France, parce qu'en France, j'ai l'impression que le stand-up, il est un peu mal vu. Tu sais, c'est un peu genre des mecs qui montent sur scène, puis ils racontent des trucs de leur journée, puis la plupart des gens d'ailleurs, souvent en Paname, Paname, c'est le comedy club dans lequel on joue tout le temps. Mhm. Et les gens, souvent à la sortie, ils nous disent mais ça vous arrivez quand aujourd'hui? Puis vous racontez, les gens ils disent c'est facile et tout. Mm. Je pense qu'il n'y a pas ce côté-là très écrit du stand-up qui commence à arriver avec des gens comme Blanche, comme Ouais. Farid, Roman, Jason, Marina Rollman, etc. Mais j'ai l'impression que ouais, le stand-up, il y a un côté très philosophique qui se prend pas au sérieux. Tu sais, il y a un côté juste, je Ça- raconte des trucs qui ça- me pèsent. ouais. Parce que quand tu te racontes un truc sur scène, tu vas l'assumer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Mm. Donc il faut que ce soit quelque chose qui te pèse, qui t'intéresse vraiment. Tu peux pas raconter des trucs qui t'intéressent pas parce que tu vas devoir les assumer tous les soirs. Mais toi, tu Et- parles d'amour, ça t'intéresse? Ouais, bah ça m'intéresse parce que je sais pas faire. C'est le mot qui revient le plus souvent dans ton spectacle. Ok, t'as fait c'est- des analyses et tout? Un petit peu, j'ai envie de te dire. En fait, toi, T'as compté 1, avec un 2, truc 3 de- fois après, je dis, oh, 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 oh. Ok.
Ouais, c'est un truc, c'est un des seuls trucs qui est pas vraiment quantifiable. Et ça me, ouais, J'ai l'impression que tu essaies de le définir maintenant. j'arrive pas. Ouais, c'est Avec quelque des chose qui actions. t'échappe. Voilà, t'arrives pas à l'attraper. Je pense que justement, je raconte un peu ce truc-là par rapport à mon coloc de 40 ans. Et par rapport à mon père qui en a 60, 65 maintenant, mais ils ont tous eu une image très définie de l'amour, et je pense que justement c'est un truc où ça peut pas arriver quand tu essaies de le quantifier. Quand tu essaies de le calculer, ça n'arrive pas. Jason, il a une blague dans son spectacle que j'adore. Il dit j'ai des sentiments pour toi, mais je peux pas te dire combien. Je peux pas dire j'ai 9 sentiments pour toi. Et ça résume tellement, je trouve, l'amour, c'est un truc qui est inquantifiable. Et pour les petits gars comme moi, un peu geeks, un peu teubés dans leur coin, qui aiment bien tout faire les choses de manière clean et comprendre et tout, c'est le truc qui m'échappe complètement et j'arrive pas à le comprendre. Et du coup, je me suis dit, essaie de. Est-ce que le fait d'avoir été très tôt dans le bain entre guillemets des médias, ça t'a pas laissé le temps d'apprendre un petit peu, le temps d'apprendre à aimer ou de comprendre l'amour? Tu vois, je sais pas. Directement, tu as été direct dans le charbon, on peut dire ça, avec tes premières interviews. Ensuite, tu as enchaîné avec Quotidien. On va pas refaire l'historique, mais tu comprends un peu le délire. Est-ce que cette période-là a pu te je pense que ça a freiné certaines choses. Ouais. C'était génial, c'était des expériences de ouf, etc. La télé, c'était trop bien. Après, j'ai démissionné pour faire le spectacle, parce que c'était les deux, toi-même, tu sais, pour faire un bon spectacle, tu es obligé tous les soirs d'être sur scène et tout. Donc, c'était pas jouable avec les magnétos à tourner et les plateaux. Mais je crois que ce qui était compliqué, c'est que je suis arrivé à la télé à 17 ans. De mes 17 à mes 19, j'étais en plateau et je gagnais de l'argent, j'avais un appart, j'étais dans un microcosme qui est pas sain, j'ai l'impression, pour le développement d'un ado, tu vois. Et il y avait un côté où j'ai l'impression que j'ai un peu sauté l'étape de l'adolescence. Tu sais, genre, j'ai pas eu de premier encart un peu gênant, j'ai pas eu de trucs, tu sais, des trucs qui sont là pour former un enfant. Ça a été un bon. Ouais, d'un seul coup, j'ai l'impression que je suis passé de petit gamin prépubère à mec, adulte, tu vois. Et du coup, là, quand j'ai quitté la télévision, j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux, d'avoir une barbe, que je change juste un peu de tête et tout. Et puis je suis rentré en coloc, parce qu'en vrai, j'avais plus les sous pour prendre mon appart, parce que la télé, ça paye bien, mais une fois que tu y es plus, ça paye plus. Et non, et du coup, j'ai d'un seul coup découvert plein de trucs qui me sont arrivés dans la tête, tu sais, à 20 ans. J'ai découvert ce que c'était que d'être dépendant de quelqu'un. Quand t'es amoureux, t'es dépendant. J'ai appris ce que c'était qu'il y ait quelqu'un qui soit dépendant de toi, qui ait ce côté un petit peu responsabilité d'avoir une personne. J'ai appris ce que c'était que l'amour, ce que c'était que la vraie amitié. J'ai appris plein de choses qui étaient un peu passées au-dessus de moi. Parce que depuis mes 15 ans, j'avais la tête dans le guidon et je voulais arriver à la télévision. Donc de mes 15 à mes 19, en vrai, j'ai eu une sorte de pause très bizarre où c'était que professionnel, tu vois. Et du coup, j'ai l'impression que... Et généralement, cette pause, on l'a fait... Ouais, plus tard, tu les vois, gens, à la trentaine, quoi. Ouais, c'est ça. De 25 à 30 à peu près. Ouais, donc du coup, c'était très bizarre. J'ai l'impression que d'un point de vue professionnel, j'avais évolué et j'avais peut-être gagné des étapes que j'aurais mis plus de temps à gagner avec un parcours plus classique. Mais par contre, j'ai des choses de la vie classique que j'ai paumées, que je sais pas faire. Et c'est pour ça que j'ai ce côté un peu bizarre, tu vois, quand je suis arrivé au Paname après la télé, j'étais dans mon coin, je parlais à personne, j'ai ce côté très socialement particulier. Et tu disais que tu te sentais très mal un petit peu dans les loges du Paname. Ouais, tu vois, il y a ce côté très... que tout le monde soit marrant, truc, il y avait un truc qui me gênait. Tu sentais un peu une cohésion sociale que tu ne connaissais pas un petit peu dans les... Ouais, c'est pas un truc que je connaissais pas. Tu connais tous mes potes que tu vois tout le temps au Paname et tout, mais c'est plus une idée d'être dans un lieu où il y a juste des interactions sociales pour des interactions sociales. C'est ce que je veux dire. D'accord. C'est juste cool. Et moi, je ne connaissais pas tout ça. C'était vraiment... Mais d'ailleurs, j'ai kiffé, ça me fait respirer. C'est pour ça que je suis aujourd'hui beaucoup plus à l'aise et tout. Tout va très bien. Mais j'ai mis vraiment un bon 6 mois à me mettre dans le bain, à comprendre tout ce que c'était. C'est exactement ce que j'ai remarqué. Toi, il fallait que, contrairement à d'autres humoristes qui devaient se détendre sur scène, il fallait que tu te détendes en loge et sur scène. Horrible. Ouais. Mais tu te sentais beaucoup plus à l'aise sur scène parce que tu avais moins l'impression de jouer, enfin de forcer, hein, je ne vais pas dire l'amitié, mais le contact. Ouais, bien sûr. Il y a ce côté un petit peu... je ne sais pas si je vais assumer longtemps cette position, mais je la tente. Mais il y avait ce côté un petit peu... Sur scène, ce qui est fou, c'est que tu t'es en contrôle. C'est toi qui gères tout ce qui va se passer. C'est toi qui gères l'ambiance, le mood de la salle. Et quand tu es dans la vraie vie, c'est pas toi qui gères, tu gères rien du tout. Et c'est ça qui était un peu flippant. Il y a un truc qui m'est arrivé il y a pas longtemps, mais il y a une fille que je voyais et que j'ai ramenée au spectacle. Et sur scène, il y a un moment dans le spectacle où je raconte un truc sur mon père et tout, et c'est un peu émouvant. Et je me souviens, on sort du spectacle et tout, et elle me dit, mais c'est moi ou t'as quasiment eu les larmes aux yeux?
Elle était anglaise en vrai, ouais, je fais chaud des anglaises. Mais, donc elle me dit, you were, but I didn't understand. Et elle comprenait pas ce que je disais, elle voulait juste voir le spectacle, mais elle comprenait pas ce que je disais. Et elle dit, mais c'est fou parce que tu avais quasiment les larmes. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la salle et tout. Je dis, non, c'est un truc que je raconte tous les soirs. Elle m'a dit, attends, tu joues 4 fois semaine, depuis je sais pas combien de semaines, et tous les soirs t'es ému. Et j'ai dit oui. Et elle m'a dit, t'es vraiment ému? J'ai dit, je crois que oui. Et elle m'a dit, tu sais que moi je traîne avec toi dans la vie, je t'ai jamais vu ému à ce point. Et elle me dit, donc quand c'est un truc qui est contrôlé, t'arrives à être ému, mais quand c'est quelque chose que tu contrôles pas, ça ne vient pas. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur le fait que peut-être ça m'a donné un côté un peu froid et robotique dans la vie de dès que je suis pas en contrôle, je ferme un peu toutes mes émotions. Par contre sur scène, vu que c'est moi qui connais le terrain, c'est moi qui balise un peu les pistes, je suis à l'aise d'avoir les émotions que je veux ou que je peux avoir. Et comme si ça m'ouvre le robinet parce que c'est moi qui gère le débit, tu vois. Ça confirme une chose, la première fois qu'on a marché ensemble, on allait en direction du métro après le Paname et voilà, moi j'essayais d'échanger. Je te donne des conseils, bon courage, t'inquiète, le stand-up ça a la cool. Et on marchait, à un moment donné, il y a un long silence et tu me regardes, tu dis, j'ai aucune gêne avec le silence, hein, t'inquiète. Hein. Et tu étais en mode. Ah ouais, merde. Tu as sorti une petite phrase et moi j'ai dit. C'était quand? C'était il y a 2 ans, 3 ans, j'ai commencé à 3 ans, c'était au tout début, c'était à 3 ans. Ah ouais, putain, bah ouais, c'est ce côté très. Ça se voit que tu étais un petit peu dans le bain un petit peu du stand-up. On va parler un peu de quelqu'un d'autre qui est très présent dans ton spectacle, ton coloc. Déjà, moi j'ai une première question, est-ce qu'il a vu ton spectacle, le gars? Bien sûr, il a vu mon spectacle. Ouais. Bien sûr. Et il a vraiment une grosse place dans ce. Il a une grosse place dans ma vie aussi. Ouais, c'est mon coloc de 40 ans qui était en pleine crise de la quarantaine. Et justement, de comprendre ces questionnements qu'il avait de sa crise de la quarantaine, ça m'a aidé à comprendre qu'en fait, les questionnements qu'un mec de 20 ans peut avoir, c'est des questionnements que tu auras tout au long de ta vie. C'est là que je me suis dit, en fait, je crois que mon père, qu'à la soixantaine, il a les mêmes questionnements, mais il se les formule pas, parce que c'était une génération où les hommes, ça se posait pas de questions, ça fonçait, ça allait couper du bois. Et on est sapé, on est bien sapé comme des bûcherons pour le dire. Mais, tu sais, quand je l'ai vu à 40 piges, je remets en question toutes les choses où moi je me disais, il faut vite que je trouve des réponses. Ça m'a détendu par rapport à certaines questions un peu existentielles. Et je me suis dit, en fait, je crois que tu as toute une vie pour y répondre et je crois qu'au final, tu n'as même pas vraiment de réponse. Et ça m'a vraiment aidé. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je lui fasse une grosse place dans le spectacle. Ouais, et comment il a réagi à la vue de ton spectacle? Il était mort de rire. Non, on a tellement. Bah, déjà, on a beaucoup discuté des vannes ensemble. Mais on était. Donc, il était très impliqué dans ton spectacle avant de le voir? Ouais, et puis il a un rire très reconnaissable. Donc, à chaque fois qu'il vient dans la salle, je pense qu'il va venir à l'atelier la semaine prochaine. Okay. Mais à chaque fois qu'il vient et qu'il est là dans la salle, j'entends son gros rire dégueulasse dans le fond de la salle. Donc je sais, Et puis la fois où il est venu, je me souviens, j'avais écrit des vannes exprès, très ciblées sur lui. Donc il y avait des gros silences, mais lui il se tapait des grosses barres. Ça me faisait tellement rire. Des private jokes. Ouais, des private jokes, mais que sur sa vie. Il disait, bâtard, il raconte ça sur scène. Et en fait, non, c'était que ce soir-là et tout. Puis après, j'avais expliqué aux gens et on avait tous rigolé. Mais ça m'a vraiment ému qu'il vienne au spectacle, ça m'a vraiment touché. Ouais, ça se voit que vous êtes très liés. Ouais. Vous êtes très liés, ça doit être ça. Moi, je sais pas, j'ai du mal à imaginer de faire une colocation avec quelqu'un qui a 20 ans de différence avec moi. Ça doit être vraiment un délire. Mais en fait, j'ai l'impression que tu vois dans le turfu un peu. Ouais, ah, mais complètement. Ça m'a fait apprendre des trucs que je pense j'aurais mis du temps à apprendre. Ça m'a fait comprendre aussi des trucs à lesquels je voulais trouver des réponses. Et ça m'a fait me dire, en fait, il n'y a pas de réponse. Je pense que ça a vraiment... c'est comme quand tu es stagiaire, quoi. J'étais un peu stagiaire de la vie, je découvrais un mec... qui avait besoin d'un stagiaire d'ailleurs parce que toute sa vie s'effondrait un peu. Crise de la coloc à 40 ans, il y a un indice sur le fait que ça va pas bien quelque part. Et genre, s'il avait besoin d'un mec pour l'aider à tenir les charpentes de sa vie, tu vois. Et du coup, j'ai compris que, tu sais, en l'aidant tous les soirs où on faisait des discussions, on buvait un peu, puis pas d'alcool, on buvait des coups et la télé et tout, et on fumait des cigarettes. Et on discutait de la vie, je sais pas, de 23h à 7h du mat. Et je me souviens, on essayait de reconstruire un peu sa baraque, et en le faisant, je comprenais des trucs. Je me disais, en fait, la charpente, moi je croyais que c'était là, mais c'est là. Et je commençais à comprendre des trucs sur comment construire une maison. Cette métaphore est très chiante. Mais... Ton spectacle a aidé? Ouais, je crois que ouais. C'est ce que j'aime avec ce spectacle. Tu sais, souvent, les gens, ils nous disent... mais quand vous avez un spectacle, c'est pas trop chiant de le faire tous les soirs, de raconter les mêmes trucs et tout. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que ça évolue tous les soirs. Mais surtout, je suis vraiment fier du spectacle. Tous les soirs, je monte et il me fait du bien. Je te jure, j'ai appris plein de trucs sur moi en faisant le spectacle. Je pense que de l'écrire, ça m'a aidé. Et ce qui me touche encore plus, c'est que tous les soirs, quasiment, je reçois des mails ou des messages de gens sur les réseaux qui me racontent leur histoire à travers ce qu'ils ont compris du spectacle ou ce qu'ils ont pu apercevoir dans le spectacle, qui a fait écho par rapport à leur vie et tout. Ça, c'est la meilleure des récompenses. À chaque fois que je lis mes messages, je réponds et tout, ça me... Bah, perso, pour moi aussi, c'est le kiff total. C'est quand un mec tellement bien. Rit, surtout, et dit
c'est trop vrai. Oh, ça m'est arrivé. Ah, et ça, tellement c'est bien. mon. C'est le meilleur truc. Ouais. C'est mieux que tous les C'est un prix du centre- truc. Exactement. Ouais, Et je te t'as envie de le prendre en mode. C'est ça. Parce que t'arrives à pas en raconter la chose. Tu disais aussi, le stand-up, c'est un art qui est très spécial parce qu'il faut rentrer dans le cerveau. Ouais. Du spectateur, enfin, Ouais. du public. Ouais, c'est Faut ça. qu'il c'est- arrive à c'est le truc rentrer le dans plus ton cerveau et compliqué. toi tu rentres dans Ouais. son cerveau. Je Tu peux pense nous que expliquer un peu? ouais. Il y a c'est ce que je me disais là, quand j'essayais de comprendre le stand-up, j'essaie de comprendre très vite les trucs. Mhm. Et donc il y a 3 ans au Paname, Farid m'a poussé sur scène et m'a dit essaie de trucs. Je me rappelle de ce De- jour-là, t'inquiète ouais, pas. ouais. Et il me poussait vraiment, moi j'étais comme ça dans la salle, j'avais du mal à rentrer et tout. Et j'essayais d'analyser ce que c'était que le stand-up. Et au début, comme tout le monde, je me suis dit, bah, c'est facile. Mm. En fait, je me disais, il suffisait d'être marrant. Mm. Mais ça veut rien dire être marrant, parce que quand tu montes sur scène et que tu racontes un truc, c'est que toi, tu estimes que c'est marrant, c'est que ça te fait rire, sinon tu le raconterais pas sur scène. Mm. Mais du coup, ce qui est compliqué, c'est de faire comprendre aux gens pourquoi toi, ça te fait rire. Et en fait, je me suis dit, ok, le stand-up, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut mettre les gens dans ta tête. Les bons stand-uppers, j'ai l'impression que c'est ceux qui réduisent le trajet entre comment l'idée naît dans leur tête et Exactement. comment elle va être perçue dans la tête des gens. Mm. Et plus tu réduis ce trajet, plus les gens ont l'impression d'être dans ta tête et c'est comme ça qu'ils vont être morts de rire. C'est comme Mais ça que des mecs comme Roman, Ouais. on le voyait au Paname au début, il testait des idées, puis genre il n'y avait pas de rire. Ouais. Et juste à un moment, il donnait des échelles supplémentaires aux gens pour qu'ils grimpent dans son cerveau et avec les mêmes idées le lendemain, il y avait des fous rires et des applauses. Et je me souviens que je m'étais vraiment dit mais c'est fou. Et en fait, c'est pas que ces idées étaient plus ou moins marrantes, c'est juste qu'il a fait comprendre aux gens pourquoi c'était marrant. Et c'est vraiment donner un point de vue aux gens. Et ce qui est fou, c'est que quand tu réussis bien ton travail, que les gens arrivent dans ta tête, la plupart du temps dans la salle, ils disent « Mais oui, moi j'ai toujours pensé ça. Mais non, c'est faux. C'est juste qu'ils sont dans ta tête. Donc évidemment qu'ils disent « J'ai toujours pensé ça. » Et c'est pour ça que le stand-up, j'adore. Et à la fois, c'est compliqué. C'est un truc... Tu mets 10 ans avant d'être un bon stand-upper. Ouais. C'est ça, c'est qu'il faut vraiment ramener les gens dans ton cerveau. Et des fois, c'est dur d'avoir 150 personnes dans ta tête. Là, Mais je c'est ça. Je te regarde comme ça et je me rappelle d'une fois où tu étais encore spectateur. Tu commençais à mettre un pied légèrement dans le Tu stand-up. faisais les labos, tu présentais les labos à l'époque. Exactement. Et moi, je te rappelle, un soir, j'ai fait un PCC, tu étais accompagné, je crois, de Christine and the Queen. Mhm. Et tu étais dans le public. Je te jure. Pourquoi cette info? Non, parce que je me rappelle précisément Ah bon? de ton regard. Tu vois Mais ce je que l'avais je veux dire? ramené, je voulais qu'elle Ouais. voit le. Et puis je stand-up. joue, la salle est morte de rire, elle rigole, et toi je te vois, t'es en analyse comme ça, mais t'es Ah ouais, face à putain. moi, et tu vois le Paname comment c'est prêt, Ouais. et tu vois l'impact que ça fait en humoriste. Ouais. Tu vois, et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Et moi, j'essaie de rester concentré, et puis je crois à la fin, je viens de voir, et je dis, ça va, tranquille? Il me dit, ouais, tranquille, c'était mortel. Et au fait, j'ai compris un peu plus tard que tu étais dans l'art de l'analyse dès le début. Ouais, c'est ça qui est chiant. Analyser dès le début, parce que moi, je regarde des fois des spectacles avec ma femme. Ouais. Et elle est morte de rire. Elle me dit Comment il se la pète Non, avec mais non. ma femme. Le mec qui se la pète Non, avec mais ma juste pour femme. te dire qu'elle est- Hein, parce que toi, t'as pas de meuf, petite merde. T'as une Je te jure, anglaise. je te jure, quand t'as dit avec ma femme, j'ai fait oh, tout Non, ce que mais je rêve dans la vie. juste pour te montrer la vision différente, c'est qu'elle est morte de rire et elle s'arrête, elle me dit t'aimes pas? J'ai dit oui, j'aime bien. Ouais. Mais on regarde, je crois, Dave Chappelle. Mais en fait, je suis direct dans l'analyse. Il Ah me oui, fait il y a un rire. truc- Tu vois, il y a un truc phénoménal où nous on comprend. Exactement. Après, des mecs comme Dave Chappelle et tout, on comprend pas forcément tous les rouages, mais bien sûr. il y a un truc, on est dans l'analyse de oh le bâtard. Et Ouais, souvent, on a ce truc-là, tous les humoristes, quand on voit une bonne vanne, on se dit Ah, ah le bah, bâtard. On rigole le pas. on dit, cheminement, tu Oh, vois. Trop fort, tu vois. Et ouais, mais ça, c'est un truc. Mais je crois que le truc le côté très analytique, il est chiant. Parce que je pense que aussi, c'est un truc que tous les stand-uppers ont. Et c'est pour ça que souvent, on dit que les stand-uppers, ils sont un peu tristes dans leur vie. Ouais. Et au début, je disais c'est de la merde, c'est faux. Et en fait, je comprends ce que ça veut dire. J'ai l'impression que quand tu fais du stand-up, le stand-up, c'est juste parler de trucs. Tu vois, moi, j'avais ce débat avec quelqu'un. Un jour, quelqu'un m'avait dit, mais on peut pas faire de blagues sur, je sais plus c'était quel sujet, la pédophilie. Il m'a dit, on peut pas faire de blagues sur la pédophilie. Parce que la pédophilie, c'est pas marrant. Et j'avais dit, évidemment que la pédophilie, c'est pas marrant. Mais je peux te montrer Jerry Seinfeld qui te fait des blagues sur une théière. Et une théière, c'est pas marrant en soi. Et sa blague sur la théière, ça peut être marrant. Et tout le monde regardait la théière comme ça, et Jerry Seinfeld, il a dit regardez-la comme ça. Il a changé le point de vue des gens là-dessus, et c'est devenu marrant. Mais de rire de quelque chose, c'est juste prendre du recul sur la situation. Au contraire, c'est pour ça que faut pas oublier que par exemple, c'est Hannibal Buress aux États-Unis qui a relancé les premiers questionnements sur Weinstein. Je sais pas si tu te souviens à l'époque, sur Bill Cosby. Il a fait un spectacle et il a fait des blagues sur Bill Cosby, le fait que tout le monde avait accepté qu'il y avait des plaintes contre lui. Et tout le monde a rigolé et l'extrait a vraiment fonctionné et ça a relancé le débat et Bill Cosby il est tombé et ainsi de suite. Il y a eu Weinstein. Faut pas oublier que c'est un humoriste qui est à la base délire, ouais. de tout ça. Et
Je suis pas en train de dire que c'est cool, c'est horrible cette histoire, mais ce que je dis juste, c'est que l'humour, c'est vraiment une manière de prendre du recul sur la chose. C'est un angle. Et du coup, c'est ça, c'est de prendre un angle différent des gens pour aller montrer quelque chose. Tu regardes Dave Chappelle, le dernier, où il rentre directement dans son spectacle et il parle un peu de Michael Jackson. Ouais, et il parle de suicide aussi à un moment, il raconte. Exactement. C'est des sujets qui sont très lourds, Bien sûr. très difficiles. Mais je pense que les bons stand-uppers savent parler de ce genre de choses. Bien sûr. Savent amener un petit peu ce délire-là. Bien sûr. Et c'est ça. Et ce qui est dur avec ça, j'ai l'impression, c'est que du coup, on commence à prendre du recul sur tout ce qui nous arrive dans la vie pour essayer de trouver ce qu'il y a de marrant dans chaque situation. Et c'est ça qui fait que on prend pas les infos frontalement. Tu sais, des fois, moi, par exemple, il y a pas longtemps, je sais pas si ma mère, elle me, tu sais, de temps en temps, elle m'écrit ça va, parce que c'est une maman. Ça va. Et du coup, moi, des fois, je lui écris aussi ça va. Et la dernière fois, je me dis putain, ça fait un jour, j'ai pas parlé à ma mère. Du coup, je la texte, c'était dans les loges du Paname d'ailleurs. Je lui dis ça va. Et elle me répond oui avec un smiley. Et dans la foulée, elle me dit par contre, je suis à l'hôpital, je suis tombé dans l'escalier. Et moi, je me souviens, j'ai pouffé de rire. Et dans ma tête, je me disais, comment tu peux dire oui et dans la foulée dire, ah pardon, je suis à l'hôpital au fait. Et mon premier réflexe, ça a été de rire. Parce que tu te rends compte, ma mère, elle est à l'hôpital parce qu'elle est tombée, elle a rien de grave, hein, on touche du bois. Mais... Et ce qui est fou, c'est que j'ai rigolé dans un premier temps. Et après, je me suis dit, en fait, c'est un truc de malade. C'est la forme qui t'a fait rire. C'est la forme qui m'a fait rire. Et je pense que c'est aussi une sécurité, on se fait rire parce que pour pas se prendre les infos frontalement, on trouve toujours une bonne manière de rigoler, tu vois. Ouais, on peut dire ça comme ça. Tu parlais de ta mère, tes parents aussi ont une grande place dans ton spectacle. Ouais, waouh, belle transition. Tu serais pas animateur télé, toi? Un petit peu, j'ai envie de te dire. Sympa, ça. Ton papa, il me fume. Je le connais pas, mais il me fume. C'est vraiment le papa. Faut que je te le présente. Ouais, il va venir, je te dirai quand il vient. J'ai croisé ta maman. Ta maman, c'était pas la première fois que je la... Tu l'as croisé à la Cigale? Mais il y a mon papa aussi à la Cigale de Jason. Ouais. J'aurais dû te le présenter. J'étais très content de voir ta maman, honnêtement. Ouais. Je la kiffe de ouf. Ta maman, je suis fan d'elle depuis la promo. La promo que tu avais fait, t'avais lancé une promo perdue pour le début de ton spectacle. Et j'ai grave kiffé. Un peu, ça m'a fait penser un peu à la promo de PNL perdue. Ils avaient fait un peu rechercher Django. Ils avaient fait avec. Comment il s'appelle le personnage? Django, c'est ça. Django, c'est ça. Django. On va se regarder vite fait les petites vidéos parce qu'il y avait des petites stories avec Guillaume Canet, etc. Tiens, on va se regarder ça vite fait. Avec plaisir. Bonjour Madame Panayotis, enfin, j'imagine que ça doit être son nom de famille, j'imagine que vous ne vouliez pas donner un prénom pareil. Écoutez, moi je ne peux pas faire grand chose pour vous aider, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous le retrouvez, j'aimerais bien que vous lui expliquiez que ce serait bien maintenant qu'il arrête d'appeler ma mère. Voilà. Guillaume, je ne sais pas comment s'appelle votre maman. Si c'est Nathalie, Panayotis m'a beaucoup parlé d'elle. Elle a l'air vraiment très gentille, donc j'ai hâte de la rencontrer. Salut Instagram, est-ce que vous aurez des nouvelles de Panayotis Pasco? Parce que j'arrive pas à mettre la main sur lui là. Et la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai prêté de la thune. Écoutez, non, moi je ne sais pas ce qu'est devenu Pana truc. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au rayon lingerie des Galeries Lafayette de Biarritz. Mais je confonds peut-être avec Hugo Clément. En tout cas, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. En tout cas, si vous remettez la main sur ce Pana quelque chose, dites-le moi, ça m'intéresse parce qu'il me doit 14 €. Merci Vincent pour votre témoignage. Ça m'étonne pas de Panayou. Si vous me laissez vos tripes par message privé, je pourrais vous rembourser la somme. Et j'attends de vos nouvelles. Elle est tellement mignonne. Franchement, c'était tellement un kiff. Elle a kiffé. En vrai, elle était stressée parce qu'au début, je lui disais t'inquiète, ça va juste être. J'avais D6, Farid, c'est des gens que je les ai déjà ramenés manger à la maison, donc elle les connaît et tout. Puis à un moment, je lui ai dit il faut que tu répondes à Woodkid, Guillaume Canet et tout. Elle était stressée, elle me disait je te jure, elle commençait à essayer de se faire fraîche un peu dans les vidéos, genre oui, Guillaume Canet. Je disais t'essaies de le pécho, qu'est-ce qui se passe? mais ouais, c'était marrant, on avait fait semblant que je m'étais perdu. De manière mignonne et on avait mis des affiches dans Paris et tout pour que les gens appellent et en fait ouais ça raconte un peu aussi ce qu'il y avait dans le spectacle. Moi j'ai grave kiffé parce que on peut voir Guillaume Canet, Vincent, etc. Mais la vraie rosta, c'est ta maman. De ouf. Mais les gens, ils me parlent tout le temps d'elle. Un jour, elle était venue au spectacle et je te jure que les gens ont plus pris de photos avec elle qu'avec moi. Je me rappelle même que j'ai sorti la capture écran hier et que tu avais fait un tweet quand tu avais récupéré ton téléphone et tu disais que les gens te disaient reviens, on veut revoir ta maman, dégage, un truc comme ça. Oui, putain, je me souviens. J'avais dit c'est bon, j'ai repris mon truc et les gens ils disaient vas-y, casse-toi de là, toi, on veut ta daronne. J'ai repris le contrôle de ma story et je vois reviens pas, on préfère ta mère. Mec, désolé. Mais tu sais que je reçois encore genre 2-3 messages par jour de elle est où ta mère, on veut plus de story et tout. Ouais, non, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool. Bah moi je la vois tous les jours les gars. Donc, c'est cool. C'est une vraie chance. Tu parles dans son spectacle, tu parles du fait que tu as appelé ta maman parce que tu étais en panique lors de la première. Ouais.
Et c'est vrai que c'est un gros soutien pour toi, tes parents. C'est une chance, ouais. Ouais, c'est une chance, parce que en fait, ton éducation, elle a été un peu entre douceur et dureté. La douceur, Ouais, c'est entre- ça. Le côté très, très mignon de ma mère qui est toujours de manière excessive, elle montre ses sentiments. Et mon père, tu vois, avant le spectacle, ça nous a vraiment aidés. Mhm. Mais avant, on se serrait la main, on se parlait pas. Mais je sais pas, je devais parler à mon père, je sais pas, une fois tous les 3 mois. Mhm. Même si on se croisait et tout, tous les dimanches, parce que je me forçais un peu à venir manger à la maison, tu sais. Mais il y avait on était très gênés dans la famille, il y avait un truc. Donc j'ai été éduqué à la fois de manière très dure par mon père qui ne voulait pas qu'on ait des sentiments, mais je me souviens encore, j'en parle dans le spectacle, quand j'étais petit, il ne voulait pas qu'on pleure, il voulait pas qu'on s'énerve. Dès qu'on pleurait, il s'énervait pas parce qu'on avait fait une bêtise ou il cherchait pas pourquoi on pleurait, juste il s'énervait parce qu'on pleurait. Il aimait pas qu'on fasse des trucs d'enfant, genre être heureux, il aimait pas. non, mais. Et mon père, ouais, il nous a éduqués comme ça, toujours être en contrôle de soi. Et ma mère, c'est l'inverse. Toujours. Ma mère, je l'ai vu plein de fois pleurer, plein de fois. Mon père, par exemple, il y a pas longtemps, je me souviens, j'ai vu mon père avoir un fou rire pour la première fois. On était avec tous mes frères, on est 6, mais il y avait un repas et tout, il a tapé un fou rire, et on s'est tous arrêtés, on était tous. Et c'était la première fois de notre vie qu'on le voyait se taper un fou rire. Et tu sais, il y a un de mes frères, Paulin, que tu connais, Ouais. il a genre 31 ans, et c'était la première fois qu'il le voyait rire, mais genre vraiment aux éclats. Et on était tous gênés comme ça, et nous on s'est tous regardés, on m'a dit, ce qui cache une dépression On était tous comme ça à table, et je te jure que ça nous a fait peur. Et je me souviens, j'ai sorti mon portable pour filmer, tellement je comprenais pas ce qui se passait, pour avoir une preuve au cas où il décède dans la foulée. C'est genre, et il meurt. Mais ouais, c'était. Donc ouais, mais ça nous a aidé le spectacle. Ils sont venus au spectacle, puis on en a discuté, et puis là avec mon père, Et qu'est-ce on qu'il avait un fait truc rigoler un peu, ton père mignon, on mange ensemble de temps en temps là. Qu'est-ce qui avait fait rigoler ton père Il a pas rigolé du spectacle. Mon père, ouais, il a pas rigolé. Ma mère, elle était morte de rire. Je te, mais- je te demandais. Au repas Ouais. Ah putain. Mais c'est une bonne réponse déjà ce que tu viens de me donner. Ah ouais, sympa. Et c'est quand même dur. C'est une blague sur les Jeux Olympiques, D'accord. et il a fait une blague sur la flamme que personne n'a compris. Je crois qu'il a dit un truc du style, mais la flamme est dans le cul. Un truc dans le genre. Hein. Et nous, on a dit, ah quoi, ça sort d'où? Et il a fait. Elle est partie. Et là, c'était parti. C'est un moteur qui se lance d'un vieux Diesel. tracteur. Et, après, et ça part. Mais ouais. Et ça t'a Et fait je me quoi souviens, qui on n'a jamais compris cette blague. Hein. pour revenir à la première réponse, ça fait quoi qu'il n'a pas ri à ton spectacle Je pense qu'il a pas rigolé parce que c'était beaucoup d'infos d'un coup. Mhm. Tu sais, on se connaît pas. Il a jamais rencontré une seule copine. Il a jamais rencontré Ouais. mes potes jusqu'à là. Avant le spectacle, je ramenais personne à la maison. Il a Mhm. jamais, il connaissait rien de ma vie. Là où il me croisait le plus quand j'étais plus jeune, c'était à la télé. Ok. On se parlait plus à travers la télé que dans la vie. Et pour de vrai, pendant un moment, au début du spectacle, je parlais plus à mon père dans le spectacle que dans la vie. Et Donc le stand-up, ça a été un pont, ton spectacle a été un pont. complètement, ouais. Mm. Et non, ça m'a pas fait grand-chose parce que je sais qu'il a apprécié, Ouais. mais qu'il sait pas le dire. Et je pense qu'il a pas rigolé parce que déjà, il rigole pas beaucoup. Et je pense surtout qu'il était... tu sais, c'est comme la première fois que ton enfant il marche. Surpris, ouais. Ouais, tu vois. T'es surpris. La première fois que ton bébé il marche, c'était un petit bébé, d'un seul coup il se met à marcher, Une t'es en mode. fierté un peu, tu vois, il est sais là. pas comment. Quoi, quoi Une fierté. de- Nathalie, viens, prends la vidéo. Et bah, c'était un peu ça, tu vois. il y a Ok. ce côté Et un il a petit ri, peu- Jason Et Jason, il a rigolé, ouais. Ok. Ce bâtard. Non. Ouais, il a rigolé. J'ai appelé Jason d'ailleurs dans la foulée, je lui ai dit, bah, t'as fait rire mon père. Ok. Est-ce que Mais, ton spectacle, ça a changé des choses dans ta famille Ouais. Ouais, avec mes frères et tout. Non, je crois que ça. Ouais. Je peux pas te dire Ouais. précisément ce que ça a changé, Mais mais je juste, sais ouais, qu'on s'est moi, ça- rapprochés ça- un peu plus. Après, mon père a fait des vrais efforts aussi, mais c'est ça qui est beau. Après, moi, j'ai la chance, j'ai vraiment été éduqué dans un milieu, j'avais rien à me plaindre de mon Ouais. enfance, elle était vraiment bien, si ce n'est que c'était un peu Les dur. orties. On était Les éduqués orties. très. Ouais, Les les orties pour le spectacle, mais on était éduqués un peu, fallait être très droit, tu vois. Mhm. Mais on a eu une grosse liberté, puis surtout, j'ai eu la chance d'avoir des parents. Ma mère, elle est professeure des écoles, donc Ouais. elle a un truc où les études, c'est très important. Et pour autant, quand je leur ai dit j'ai envie d'arrêter les études pour faire des blagues, tu vois, ma mère, elle voulait pas au début, mais ils ont compris au bout d'un moment. Donc, mais je crois que ce que ça a changé, c'est juste qu'on a compris que chacun était dans le mal Mhm. au final, Ouais. et que tant qu'on est ensemble, tout va bien. Ok. Donc voilà. On va revenir, même si on est dans le spectacle. J'aimerais qu'on parle rapidement des premières parties. J'aime beaucoup Yazid, Ouais. je le kiffe de ouf. Ouais. Et on le dit maintenant dans Solo avec Sulo, mais Yazid, il fait partie du turfu du, Ah, pour du moi, futur. il va vraiment péter. Hein. Ouais, je le kiffe de ouf. Ouais. C'est un grand prof qui raconte des Ouais, blagues. Et ce que j'aime, c'est qu'il a compris vite le tempo. De ouf. Ouais. Il a une Très, très musicalité. La musicalité, limite, elle est arrivée avant ses vannes. C'est ça. Je me souviens, je l'ai vu au labo. Parce que je sais plus qui m'avait dit, faut que tu ailles voir, il est genre trop fort. Mhm. J'étais allé au labo et il avait des rires de musicalité, mais il n'y avait Ouais. pas encore les vannes. Et j'étais tellement chamboulé, je me disais, oh, mais c'est fou.
Et je me souviens quand je lui ai proposé de faire une première partie qu'il a accepté, j'étais tellement en mode oh, j'étais oh merci beaucoup monsieur. Mais il est trop fort, il est trop On va fort. parler aussi d'une autre première partie qui est un peu plus présente. Je vais te laisser retourner le portrait juste là. C'est Merwan. Eh oui, le légendaire. Ah Merwan là, B. on l'adore. Regarde-moi cette kiffe. photo. On le kiffe. C'est lui-même qui fait ses montages. Ah, Il je te m'énerve. jure, Il met il lui-même à m'excite- disposition des fonds d'écran. Genre comme s'il avait des fans, il avait 12 millions de fans. Il crée des faux fonds d'écran si vous voulez pour vos portables. Il est légendaire, fume. Merwan. Merwan m'a envoyé une petite vidéo où il parle un petit peu de Watt sur scène. Et tiens, je te laisse regarder. Salut les gars, salut John, salut Pana. Les gars, vous êtes tous les deux des gars que j'aime beaucoup, des gars avec qui j'ai commencé le stand-up. John, j'ai commencé le stand-up avec toi. Pana, t'es venu un peu plus tard, mais il y a pas mal de grandes choses qu'on a fait ensemble. Les premières parties en tournée à Paris, en province, en Suisse. En Suisse, elle est belle, elle était belle cette première partie en Suisse. Et Panayotis, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un qui sait ce qui va plaire. C'est quelqu'un qui se travaille énormément et qui, quand il se lance dans quelque chose, il en comprend vite les enjeux. Et du coup, c'est pour ça qu'il est toujours très fort. Il fait partie de ces génies qui comprennent les rouages de chaque discipline. Et ça, c'est quelque chose qui est impressionnant. Ça, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Et c'est quelqu'un qui se donne beaucoup de mal. C'est quelqu'un à qui il arrive beaucoup de bonnes choses. Et pour toutes ces bonnes choses, il a travaillé fort. Donc, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je lui souhaite de grandes choses. J'espère qu'on continuera longtemps les premières parties ensemble. Et je vous dis à bientôt à tous les deux. Bisous. On dirait pas, il part loin en voyage. C'est Ah ouais, un bon message on d'amour. dirait il va se suicider dans la foulée. Ça m'a Je fait- l'aime, Merwan. c'est Qu'est-ce que tellement je touchant. kiffe. Ouais, Au début, j'ai commencé l'extrait en mode ah c'est marrant, puis après ça devenait sérieux. J'ai fait quoi qu'est-ce que c'est sûr que ça m'a touché. On est d'accord que c'est la première fois Il qu'on est le voit trop en fort. mode sérieux pendant une minute, T'as bien vu etc. qu'il s'est mis sur le seul coin blanc de sa maison. Il a mis un petit truc genre oui bonjour. On dirait il veut postuler pour. Non, mais généralement, Copy-top, il va être Merwan, quand cadre. on discute avec Merwan, c'est souvent alors tu joues et on va manger. Ouais, de C'est- ouf. ça Il y a rebondit. pas longtemps, hier, il m'a écrit je suis sur Paname si tu veux manger. Il était 15h. Je dis mais c'est même pas une heure de. ouais, non, Merwan, J'ai deux c'est- questions par rapport à sa vidéo. Tellement agréable de travailler avec lui. C'est ouais, déjà, moi je kiffe depuis que je bosse avec lui. Merwan, c'est quelqu'un de très sérieux mais lui aussi, tu refus du stand-up. Complètement. Première question, c'est Lausanne. Cette date à Lausanne, j'aimerais juste que tu en parles parce que, en fait, pendant que la vidéo a été diffusée, t'as dit ah c'était horrible. Ouais, ouais. Alors que Merwan a un petit sourire un peu malicieux. Tu peux nous Non, en raconter? fait, c'est pas que c'était horrible, c'était ma première date de tournée. On fait des dates tests de tournée pour Ok. voir. Après, c'est un business, hein, combien tu peux Oui. vendre le spectacle, Bien combien de sûr. gens on peut rassembler et tout. Et là, c'était une date qu'on avait vendue à la ville de Lausanne. Mhm. Et c'était genre, je sais pas, 600 personnes et tout, c'était cool. Mais c'était des jeunes. Ok. Parce qu'il l'avait vendu, ça je sais, j'étais pas au courant, mais il l'avait vendu pour un gala des 18 ans. Ok. Donc j'arrive et normalement, tu sais, dans ma salle au point virgule, c'est genre des trentenaires, des quarantenaires. Et là, d'un seul coup, j'ai que des jeunes de 18 ans. Et je me souviens avec Merwan, on stresse en mode, mais comment le spectacle va leur parler? Et on avait un peu peur, moi j'étais stressé, je me disais comment je peux adapter et tout. Et il y avait 3 premières parties. Il y avait deux personnes de Lausanne, Mhm. et ça s'est pas archi bien passé pour elles. Et Merwan, il monte sur scène, et puis il commence, et puis ils écoutent pas du tout les jeunes. Et Merwan, je me souviens, il dit allume la salle, et un par un, il les nique. Il dit toi avec ta vieille tête, toi ferme ta gueule et tout. Et il les nique un par un. Et Il a ils sont activé tous à le fond avec lui. Merwan Ouais. vrai. Après, il y en avait, ils parlaient, Merwan Ouais. et des mecs dans la salle, ils disaient vas-y. Et c'est toi, tu veux quoi? Viens et tout. C'était tellement marrant. Et après, je suis monté, le spectacle s'est vraiment bien passé. Mais il a vraiment dû les attraper au bras de fer, quoi. Vraiment, il a dû les étrangler un par un. Écoutez c'est le ça. spectacle, bande de chiens. Mais c'était vraiment marrant. Et ouais, c'était cool. On était à Lausanne, on était dans un bon hôtel, c'était marrant. Et pourquoi avoir choisi Merwan en première partie de ton Ouais, parce que spectacle? Merwan, c'est la bonne vibe incarnée. C'est le mec qui il te détend. Quand j'ai fait l'Européen, ça paraît pas être une grosse salle, mais en vrai, c'est 350. C'est quand même Et je l'ai fait 2 fois l'année dernière. C'était ma première salle importante. Mhm. Et Merwan, il était là et ça m'a tellement détendu. C'est tellement un gars cool, détente, qui a un rapport à la vie tellement simple et sain. Juste, il mange, il dort, il fait des blagues et il est heureux. et c'est trop agréable. Et pareil, la Merwan, il va faire les premières parties. Je sais que ça va me détendre, ça va me faire du bien. Mhm. Et c'est un gars avec qui j'aime bosser, avec qui j'aime traîner, plus que bosser. Ouais, Ouais, ouais. c'est exactement ça, en fait. Ouais, ouais. On aime plus traîner avec Merwan. Ouais, que- ouais, de ouf. De ouf. J'avais un truc en tête. Ouais, il a dit un truc très important, Merwan, c'est que tu comprends vite les choses dans le travail et tu analyses vite les tenants et aboutissants et tu le fais bien. Ah oui, d'accord. Oui, bah, je vois. Bah, on l'a regardé il y a 30 secondes, hein, Oui. ta mémoire n'est pas Non, j'ai eu un doute. Hein. fonctionnelle. Mais non, ouais, oui. Je sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est ce côté un petit peu petit stagiaire. Ouais. Depuis tout petit, bah, quand je voulais faire. J'assumais pas le fait de vouloir faire des blagues. Du coup, mon premier réflexe, ça a été d'aller interviewer des humoristes. De mes 13 à mes 16 ans, je faisais des interviews d'humoristes.
des humoristes du web, bah voilà, Gad Elmaleh à l'époque et tout, j'allais les interviewer, je les harcelais à la sortie des cafés-théâtres. Ouais. Gad Elmaleh, c'était le boss de fin que j'avais eu, mais avant, j'ai commencé par genre il y avait Vincent McDoom, il y a eu Baptiste Lorbert, Kian Kojandi, puis je les harcelais. Tu pourras demander à Kian, hein, j'ai harcelé son attaché de presse et tout. Et parce que je voulais leur demander comment on construit des blagues, comment on fait tout ça, j'arrivais pas à comprendre. Ouais. Et je pense que ce côté un petit peu petit stagiaire, dès que j'arrive quelque part, j'essaie d'abord beaucoup de traîner avec des gens qui le font. Là, tu vois, je commence un peu la réalisation, tout tranquillement. J'ai fait un court-métrage, puis j'essaie d'écrire des trucs un peu plus longs et tout. Tu sais que Joe D'Apato avait fait ça aux États-Unis? Il avait fait quoi? À peu près la même chose. C'est vrai? Ouais, très. Giuseppe Pato, Quand il est tellement fort. quand il était jeune, il faisait des interviews de comédiens pour. C'est vrai? Ouais. Après, il a tout enregistré, il a tout gardé. Et quand il devait écrire des films, bah, il réécoutait les interviews. En fait, il leur demandait comment on fait des blagues, comment on fait. Et eux, ils expliquaient tout. Et là, je crois qu'il a jamais rien diffusé. Il a sorti un bouquin exactement, il a sorti un bouquin il y a peu de temps. Chambé. Je savais pas du tout. Giuseppe Pato, tu vois, c'est la bonne référence. C'est un truc de ouf. Sa série Love là qu'il avait fait avec Paul Rust, c'était incroyable. Mais tu vois, c'est ce côté un petit peu, j'aime bien traîner avec des gens qui font ce métier, de comprendre, d'être dans le bain. C'est un petit peu aussi. Les roues. Farid, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup dit. Et ça a vraiment été le moment où, ça peut paraître prétentieux, mais c'est le moment où j'ai commencé à être marrant sur scène. Faut pas mal le prendre, mais à un moment, c'était pas marrant. Comme tous les humoristes, il y a un moment où t'es pas marrant au début. Et à un moment, t'as un switch et tu deviens marrant. Et c'est juste, Farid m'a dit un truc, il m'a dit, t'as le complexe de. D'ailleurs, faut que je voie une psy pour ça, mais t'as le complexe de l'usurpateur. T'as l'impression de ne pas être à ta place et de. Manque de légitimité. De légitimité. Et à la télé, j'avais ce truc-là. Tu sais, je me souviens, les chroniqueurs, ils se faisaient équiper avec les micros, souvent un peu partout. Et moi, je venais au mec de Régisson. Il me disait, mais pourquoi tu viens? Normalement, c'est moi qui viens à toi. Il me disait, non, mais tu sais, il y avait ce côté un petit peu de je suis ici, mais je suis gentil, je suis le petit gars et tout. Et j'ai souvent eu du mal à croire que j'étais à ma place. Et je me souviens, Farid m'a dit, arrête de vouloir faire le mec marrant, juste fais des trucs et on s'en bat les couilles. Et quand est-ce que ça a switché pour toi? Et ça a switché. Je commence à devenir marrant. Après ce côté que Farid m'a dit, en fait, arrête de te dire que t'es un gars parmi les humoristes, t'es un humoriste, en fait. Et je me souviens, moi j'étais très mal à l'aise avant, on faisait les chapeaux, je sais pas si tu te souviens, ouais, je me rappelle. à la fin où on était tous sur scène, tous les humoristes, et je me souviens un soir, il y avait Farid. Dieu merci, il n'y a plus ça. Roman. Marina Rollman, je crois, je me souviens, j'étais au milieu d'eux. Je te jure, j'ai une photo. Je te jure, j'ai une photo, je me retrouve à côté de deux et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Ouais, et je me souviens, j'étais au milieu de tout ça. Un plateau de malade, lui, il a deux spectacles. Lui, il a rempli ça, lui, rempli ça, moi, je suis là. J'ai le labo à 18h le samedi. Et du coup, je me disais, c'est pas possible, en fait. Et après le plateau, Farid m'a dit, mais t'as eu autant de rire que nous? Arrête de te dire que. Moi, c'est. Et c'est à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, t'es un humoriste, arrête de te chier dessus. Je crois que c'est Noman Ousni qui m'avait mis à l'amende par rapport à ça. C'est vrai? Lors de la déprésentation, j'avais dit voilà, vous avez eu Noman, vous avez eu Tania, j'ai présenté tout le monde super bien. Et moi, je suis pas très bien, mais. Et il arrivait, il me dit oh, t'arrêtes de te descendre. T'as bien marché, t'as bien fonctionné, faut arrêter de se descendre. Bien sûr, c'est important. C'est important aussi, parce que j'ai l'impression que si tu te descends, les gens vont se dire bah oui, il était moins bien que les autres, alors que c'est faux. Bien sûr. C'est l'art de la présentation et de la forme sur un truc, quoi. Si t'as quelque chose de bon, il faut que tu le présentes comme quelque chose de bon, parce que sinon les gens ne se rendront pas compte du potentiel. Ouais. Okay. On va passer à autre chose, on va passer à tout ce qui t'entoure. Là, on a parlé de Farid, tout ce qui t'entoure, tout ce qui t'a permis aujourd'hui d'avoir un spectacle. Tiens, je vais te demander de retourner. Ah ouais, il y a plein de cadres. Voilà, les copains. Adib. Ah ouais. Attends, je le montre. Regarde comment il est beau. J'essaie de pas avoir de reflets. Tu connaissais même pas cette photo. Adib Al-Khalidi, alors c'est mon humoriste préféré sur Terre. Et c'est marrant, mais c'est l'humoriste préféré de beaucoup de gens. C'est l'humoriste préféré de Farid, je crois que c'est un des humoristes préférés de Roman. C'est un peu le sensei de Roman d'ailleurs. Ouais. Quand Roman a fait l'école de l'humour à Montréal et tout, il a fait les premières parties d'Adib pendant quasi un an et tout. Et c'est un gars que j'ai rencontré il y a 3 ans, quand je commençais la scène. C'est la première fois que j'allais à Montréal pour le festival d'humour avec Farid, Jason et tout, qui m'avaient pris un peu sous leur aile. Et je rencontre Adib et dans la vie, je me dis, mais c'est pas un mec marrant. Et sur scène, on pleure de rire. Et je pleurais à m'étouffer. Et je comprenais pas parce qu'il n'y avait pas de blague. C'est un mec qui fait pas de blague sur scène. Il est juste marrant dans son propos et il raconte des trucs hardcore. Mais pas, enfin hardcore dans le sens où c'est très profond, c'est quasi dépressif par moment, mais c'est très marrant. Et on est devenus vraiment très très potes, très très proches, au point je dormais chez lui quand j'allais à Montréal et tout. Et à un moment, j'ai fait le spectacle, puis je l'ai invité à un truc du spectacle et tout quand il était à Paris. Et de fil en aiguille, on a commencé à travailler ensemble. Et maintenant, il m'aide à écrire, à mettre en scène mon spectacle avec Farid. Et c'est juste une chance parce qu'il me fait gagner des ans et des ans de travail en stand-up. Moi, je pense que c'est ça, je l'ai. Dès qu'on m'a dit
ces 3 personnes qu'on va découvrir entourent Panayotis pour la construction de son spectacle. Il m'a dit, bah écoute, un spectacle de stand-up, un bon humoriste, ça met à peu près 10 piges. Ouais. Il va pas devenir top en 2 ans, mais il va avoir un niveau de tarba, tu vois ce que je veux dire. Putain, Et c'est cool. en regardant ton spectacle, j'ai vu les débuts, et en regardant ton spectacle hier, j'ai dit, ah ouais, le gars a bossé. Ça me fait plaisir, c'est tellement gentil. mais Le c'est gars a grâce à eux, charbonné, hein. bah ouais. C'est tellement grâce C'est comme à si eux. je sais pas, t'es un petit jeune, tu veux jouer au foot, et t'as CR7, Mbappé, ouais. Messi et vas-y, Zidane qui est là. Bon, alors Ouais. c'est comme ça, non, tu cours pas comme ça, enlève ça. Et Oh, ouais, tu gagnes tellement de temps. C'est tellement vite, tellement Et vite. ça a été génial. Et puis c'est. Tiens, regarde, j'ai une description. J'ai demandé à une personne qui t'entoure, je sais même pas comment la décrire. Je l'aime. Jason Oui, bah là j'ai demandé à Jason de te décrire. Il m'a dit Panayotis, à la base, je devais lui apprendre des choses et finalement c'est moi qui apprends avec lui. Non, Ouais. c'est vrai. Ça me touche de ouf. Il m'a dit un truc il n'y a pas longtemps, Jason, qui m'a vraiment touché. C'est, il m'a demandé, il m'a posé des questions sur son spectacle. Et Jason, c'est vraiment le gars, quand j'étais pas marrant sur scène, je l'appelais pour dire mec, c'est pas marrant, faut que tu m'aides. Jason, pour moi, c'est le génie de la punchline en France. Ouais. Et d'ailleurs, il a punchliné sur tellement de gros spectacles, sur Alban Ivanov, Metsila, Fari, c'est le co-auteur de Fari et tout. Et les grosses punches, c'est souvent Jason dans beaucoup de spectacles. Et du coup, il m'a aidé à puncher et tout. Et là, il y a pas longtemps, il m'a dit dans mon spectacle, il y a des trucs où j'aimerais beaucoup qu'on discute pour que tu m'aides à évoluer. Et ça m'a tellement ému. Je l'ai caché, tu sais, j'essaie de faire bonhomme, genre ouais, quand tu veux, je trouverai du temps. Mais en vrai, j'étais tellement ému parce que moi, c'est un de mes sensei, tu vois. Ouais. Et qu'à un moment, d'un seul coup, ils me disent, ça me ferait plaisir que. Et puis au final, son spectacle est tellement. Enfin, tu l'as vu à La Ah, Cigale, c'est c'est tellement clean qu'il y a tellement rien à faire. Mais je me souviens, ça m'a tellement ému, ça m'a vraiment touché. Mhm. Et ça m'a ému. Et pareil, là, Adib aussi, sur son spectacle, on s'est appelé dernièrement pour travailler sur son spectacle. J'étais tellement heureux et tellement ému. Et c'est une chance que. Moi, c'est mes plus gros sensei, Farid, Jason et Adib. C'est C'est Jason que j'ai reçu il y a quelques semaines. Voilà ce qu'il a dit sur toi. Il est trop beau, lui. Hein. Non, mais en vrai, pas là, je suis vraiment jaloux de lui. Il est vraiment beau, cet enfoiré. C'est pas le mec le plus beau de France. Et Pana, il a un pouvoir qui n'en est vraiment pas un. Ouais. C'est que je te jure, à chaque fois qu'il me voit, c'est-à-dire tout le temps, il me touche le crâne et il fait hier vers 14h. Et je te jure, il a toujours bon. Mais non, Il arrive à savoir quand je me suis rasé le crâne. c'est ouf. C'est n'importe quoi. Ça, c'est l'équipe de Panayotis. Farid, D'accord. Adib et moi. On bosse tous avec Panayotis. Et Panayotis, tu mets aussi du sel dans son. Ouais, c'est ça. Mais Panayotis, il a besoin de. Alors, lui, pour le coup, Ouais. lui, le mot, c'est brillant. Ouais. Parce il progresse à une vitesse, il comprend tout. J'ai vu son premier labo, c'est moi qui l'ai mis sur le labo. Et là, je regarde, j'ai mis. Il est passé par quelle route celui-là? Non, mais c'est Il va trop vite, il comprend vite. très brillant. Ouais. Mais il sait ce qu'il veut, il sait comment l'avoir. Puis c'est un gars bien, quoi. Tu vois, il a un bon fond, il est vraiment motivé par les bonnes choses. Ouais. Il est sain, quoi, dans sa manière de travailler. Un genre bien. Ah ouais, c'est un genre très très bien. Ouais. Qu'est-ce que je te dise? Si tu veux que je chiale, ça va arriver. Mais nous avons maintenant ton oncle cancéreux qui a. Oui, alors Panayotis, il a un tube. Il m'a donné 8 000 € quand j'étais. Non. Mais qu'est-ce que je te dis? Ça me touche, ça m'émeut, évidemment. Et oui, j'ai ce pouvoir de toucher le crâne de Jason et de savoir quand il s'est rasé. C'est flippant, je sais pas d'où ça me vient. Mais des fois, ça arrive et je lui dis, tu l'as fait il y a 3 jours à 17h et c'est ça. Je sais pas d'où ça vient, mais ce serait nul chez les X-Men. Pendant un moment, je me suis dit, ce serait nul comme C'est un pouvoir nul. Le mec qui peut se téléporter et tout, moi je touche des crânes, je peux savoir. Mais ouais, c'est. Ce qui est cool, je crois que le meilleur dans le stand-up, et c'est pour ça que Merwan, c'est un gars qu'on aime tant, c'est quand tu as une clique de gens bienveillants qui t'aident, qui te supportent. Moi, Voilà, des moi, gars comme Roman, quand je ils le dis ils ont à- la mine et tout, c'est Voilà, exactement. Moi, je je le dis à Jason et je le dis aussi à Merwan, sans vous, sans vos conseils, même sans vos sourires, sans votre contact, je sais même pas si je serais encore dans ce métier. c'est tellement le meilleur truc, c'est exactement ça. Sans Farid, j'aurais jamais fait de stand-up. Ouais. Sans Jason, je pense que j'aurais jamais été aussi marrant sur scène, à espérer d'être aussi marrant. Ouais. Et sans Adib, j'aurais jamais compris ce que ça raconte, le stand-up. Et Tout à l'heure, tu parlais de ta relation avec. Regarde, bah tiens, cette photo, je la kiffe. ça, c'était à Il y a un Montréal. gars, il y a un gars, il a Il mis n'y a un aucun comment- de nous qui est bien sapé. C'est Attends, fou, hein. mais il y a un gars, il a mis un Même tous commentaire sur ensemble. cette photo, il a mis quoi? On dirait un proprio d'un kebab qui fait une photo avec leur premier client. Oh le bâtard, mais c'est qui le propriétaire? Moi j'ai envie de savoir c'est qui le propriétaire du kebab. Déjà, moi je suis le kebab. On dirait les proprios. Tu vois ce que je veux dire? Attends, ça se voit que t'es le Yonkli, Merde. t'es là, et prend une photo avec Ah quoi? ouais. C'est vrai qu'Adib il a une tête de. Il est heureux d'être avec nous. Ouais. Genre, C'est un ouais. délire. Je me souviens, on était chez Adib, là on bossait sur un projet cet été. Il y a Farid qui t'a décrit. Bon, tu connais, c'est lui, hein, on va pas faire de secret. Regarde cette photo, ça c'est à Montréal, c'est à la Ronde. Mhm. Elle est belle cette photo. Farid t'a décrit, t'a dit, il est aussi jeune que talentueux et aussi relou que brillant. Ah oui? Ouais. Ouais, bah, je suis D'où aussi sort relou. d'où sort ce petit côté relou? Relou, c'est parce que Farid,
Faris, c'est comment dire, bon, c'est mon sensei ultime. Ok. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est lui qui m'a dit, quand je voulais un peu quitter la télé et que j'avais peur, il m'a dit, fais-le, je pense vraiment que tu as un avenir sur scène, que tu peux faire quelque chose sur scène. Et c'est lui qui m'a forcé, en faisant ses premières parties, en m'aidant à écrire mon spectacle et mes trucs, en me forçant à aller au Paname. Il m'a appris à monter sur scène, à pas avoir peur, etc. Et le côté relou, c'est que en ce moment, je commence les grandes salles. Et là, le théâtre de l'Atelier, après en janvier, je fais Théâtre Antoine et tout. Donc d'un seul coup, c'est des 600, 700 places et tout. Et du coup, je me chie un peu dessus. Et du coup, je l'appelle au moins 2 fois par jour. Et cette blague-là, tu penses que... Et lui, c'est trop cool, puisque ça le fait kiffer. Mais du coup, à chaque fois, c'est un running gag du fait que je le fais chier. Et il vient tous les... Je crois que ce soir, il vient à mon spectacle. Il est venu il y a 2 jours. Puis il vient, il prend des notes. À chaque fois, il me donne des notes. Et moi, à chaque fois, je dis, je veux plus de notes, de retour. Donnez-moi des retours. Donc, j'ai ce côté relou. Puis relou aussi avec lui. Je suis relou, je suis chiant, quoi. Je suis le petit chieur. Je suis le petit chieur, quoi. Chaque fois, quand il te regardait avant, il te regardez-moi ce petit con. Il est pas... Ouais, c'est ça. C'est je suis le petit con. Mais en même temps, j'ai une tête de petit con. J'ai la tête du petit relou. Là, on a parlé des j'ai trois. Une tête à claque, tu vois. C'est Adib, Jason, Faris. C'est pas un peu tes papas. Tu vois ce que je veux dire? Tout à l'heure, tu parlais de la relation, du manque de contact que tu avais avec ton papa. On le voit dans ton C'est pour ça que la GPA. Non, mais c'est important. Non, mais. J'ai fait un petit montage. On a fait un petit montage de merde. Hein. On a fait un petit montage. On a dit, vas-y. J'ai envie de voir. Ça me fait penser un peu aux 3 frères. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'es le petit Mickaël en bas. Tu vois, t'es le petit Mickaël qu'ils ont récupéré. Et tu vois, les 3 frères, c'est ça. C'est 3 personnes super marrantes et qui ont un petit dans les pattes. Et finalement, Mickaël, il est marrant à la fin. Je vois le moment où t'as commandé le montage à un graphiste. Oui. Et il a fait genre. Oh. Ok, allez, vas-y, on fait le montage. Et franchement, je crois que je vais l'imprimer. Je vais me mettre dans un cadre et il va rester à vie ici. Avec plaisir, avec grand plaisir. Mais oui, c'est pas un peu ça? Je pense que ma plus grosse chance, c'est vraiment de les avoir. Qu'ils aient accepté de travailler avec moi quand je leur ai proposé. C'est juste génial. On avance vite avec eux, on avance bien et on avance loin. Et là, on commence à monter des projets tous ensemble, mais qui sont d'ailleurs pas que sur la scène. On travaille sur d'autres projets ensemble et je vous encourage. Bah, merci beaucoup. Merci. Je vous encourage. Alors, on va passer à l'une des dernières chroniques de l'émission, ça s'appelle Question Mystère, où je te pose des questions, où tu dois deviner qui t'a posé la question. Ok. Ah, mais je crois que je t'avais contacté aussi pour Jason. Pour Jason, exactement. Je lui avais dit c'était quand que tu t'es coupé les cheveux, donc je pense qu'il a su que c'était WAM. Exactement, direct. Hein. Il a répondu, t'as vu dans la vidéo. Panayotis. La première question, à quand un nouveau Cogitum? À quand un nouveau Cogitum? Putain, qui a posé ça? Déjà, je peux y répondre. C'est ni Farid, ni... Il n'y en aura pas. Ok. Cogitum, c'était le petit site que j'avais créé avec mes potes de collège quand j'étais... Ah, c'est peut-être un de mes potes de collège, mais tu l'aurais contacté comment? Ah, mais je sais pas. Ce serait archi louche. Réponds d'abord. Ce serait mec quasi pédophile un peu. À quand le prochain Cogitum? Ouais, c'était... donc on était fans d'humour et on avait créé une sorte de petite page Facebook où il y avait tout mon collège dessus. Et on partageait des trucs comiques et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières interviews d'humoristes sur cette page. D'accord. Ça s'appelait Cogitum. Et donc mes interviews, c'était Cogitum, qui était une référence dans le service après-vente. Il y avait un sketch où Omar Sy, il disait des trucs intelligents, après c'est Cogitum. Ah. Et du coup, on l'avait gardé. Je commence à te demander d'où ça vient. Ouais, il disait Cogitum, et du coup, on l'avait gardé ce truc. D'accord. Et à ton avis, qui t'a posé cette question? Peut-être Merwan. Non. Non, c'est un de mes potes de collège. Non. C'est pas un humoriste. Je te donne la réponse, c'est Baptiste Lorbert. Baptiste Lorbert, putain, comment tu l'as contacté? Ah, c'est fou, c'est ma première interview. Exactement. C'est le premier humoriste, un humoriste du web. Qui est très très fort et c'était le mec de 10 minutes à perdre. Ouais. Exactement. Et c'est le premier gars que j'ai contacté, je l'ai harcelé et je lui avais envoyé mes interviews, mes questions d'interview par... j'ai vu mes cheveux dans le retour et j'ai vraiment une tête à claque, faut que je les coupe je pense. Et il m'avait dit viens à Paris pour y répondre. Et moi j'étais en mode Paris? Qu'est-ce que quoi? Quoi? Il m'a dit je vais pas répondre par mail et tout. Donc c'était la première fois que j'étais monté à Paris pour faire cette interview. Très bon gars. Okay. On va passer à la question suivante. Est-ce que tu penses qu'on peut mettre officiellement DJ dans nos bios Insta? Didier? DJ. Ah, DJ à Nice. Oui. Sur certains à Nice. C'est le premier DJ set de ma vie. En vrai, attends, je savais pas faire. Il est beau dans cette déjà, je l'aime, lui aussi. Ah, lui, c'est mon pote depuis mes 14 ans. Ouais. J'aurais aimé avoir un peu plus de temps pour parler de l'impact aussi d'Anis dans la vie de Panayotis. Ouais, mais c'est mon frère depuis mes 14 ans. On s'est contacté à l'époque, on s'est des blagues ensemble de teubé. Et avec Freddy Gladieux, Anis, Zach, Idriss, Gloire, que tu connais, que tu as croisé souvent en Paname et tout, on était très souvent soit versés à Nice, à la Courneuve, on traînait tout le temps et on était ensemble et on a commencé nos premières blagues tous ensemble et tout. Il m'a lâché et à Nice, on a fait un DJ set ensemble. Ouais.
très teubé. Il m'a lâché une deuxième question, c'est tu as réalisé un court-métrage récemment. Tu dois en faire d'autres, même quand le chef déco est bancal. Le bâtard. Il était sur mon court-métrage en plus, parce que ça, c'est un truc marrant, mais Anis, c'est un des gars qui me rassure beaucoup comme Merwan. Ok. Et du coup, quand j'ai tourné mon court-métrage, il y avait un vrai budget, c'était genre, je sais pas, 50 000 euros, et d'un seul coup, j'ai des sous. Il y a genre 40 personnes à gérer, t'as une équipe à gérer, il y a du monde. Il y avait Alex Lutz qui a eu son César depuis. Il y avait beaucoup de gens à gérer, c'était beaucoup de pression. Et on a tourné à Nancy parce qu'on avait des aides de la région. Et je me souviens, j'avais ramené Anis, je lui avais donné un rôle dans le cours pour qu'il soit avec moi, pour juste me détendre. C'est un peu une boule anti-stress vivante, Anis. Et on avait un chef déco, je me souviens, c'était un peu la galère. On avait perdu, il était cool et tout, mais il était un peu dépassé parce qu'il y avait beaucoup de trucs de déco à faire. On avait perdu beaucoup d'heures de tournage, c'était dur. Et donc on a dû sauter des séquences. Et sur le coup, je devais réécrire le cours un petit peu pour rajouter des séquences parce qu'on ne pouvait pas tourner des trucs. Et j'aime ce court-métrage. Je le sors pas, il fait une tournée des festivals. C'était mon premier court-métrage que j'ai écrit avec mon frère, Paul. Et j'ai fait un bisou comme s'il était décédé, Paul. Mais non. Et j'espère que j'en ferai d'autres ou peut-être un long-métrage. On verra. Cool. Moi, déjà, on va parler un peu rapidement de ciné parce que ton prochain objectif, un petit peu, c'est réalisateur. Ouais. Donc, step by step. Est-ce que le stand-up, ça t'aide à devenir réalisateur? De ouf. Je pense que oui. C'est une belle étape. Je pense que, on parlait tout à l'heure de raccourcir le trajet entre comment tu crées une idée dans ta tête et comment elle est perçue par les gens. Et j'ai l'impression que le Dans cinéma, c'est la l'écriture, même dans le chose. jeu ou en globalité Dans le jeu, celui qui m'impressionne le plus dans l'écriture des moments de jeu, c'est Jason. Et il y a un truc que j'ai compris avec lui, c'est que les moments de jeu, ils doivent pas illustrer une idée, ils doivent illustrer la pensée d'un personnage. Et le personnage, il développe l'idée. Mais en gros... Tu peux répéter, s'il te plaît? Ouais, en gros... non, mais Jason, faudrait que tu demandes à Jason, mais je sais même pas s'il le fait Putain, consciemment, chaque fois, mais il me donne des conseils comme ça. on se disait ça avec Farid. Merci pour cette journée de travail. Avec Farid, la dernière fois, on se disait que Jason, c'est le gars qui a les moments de jeu les plus efficaces. Ils sont très très courts toujours. Et souvent, c'est pas des moments de jeu qui montrent une idée, c'est des moments de jeu qui montrent un état d'esprit d'une personne face à cette idée. C'est un peu différent. Et ça fait que le moment de jeu est beaucoup plus léger et toujours plus intéressant. Et ça, je pense que déjà pour le cinéma, c'est quelque chose d'intéressant. Parce que quand tu fais des scènes, c'est toujours chiant quand dans les scènes, tu sais, les personnages ils doivent dire des idées pour faire progresser le film. Genre, et du coup, Nathalie, pourquoi t'as pas rendu ta voiture hier à 15h? Peut-être parce que ma mère est décédée. C'est chiant, tu vois. Et du coup, ce qui est plus intéressant, c'est de montrer comment cette idée-là impacte l'ambiance du personnage. Pardon. Et donc, je pense que ça, déjà, c'est une première étape pour comprendre. Ça m'a permis, je pense, de comprendre des choses pour écrire des scènes. Et le deuxième truc, c'est ça, c'est comme le spectacle, c'est mettre les gens dans ta tête. Et un bon film, des fois, tu as des films sur des histoires, ça peut te paraître nul. Tu as des films je sais pas, des films français, genre Quelques heures de printemps, sur un mec qui sait pas parler à sa mère. Ça parle quasi pas du film, c'est avec Hélène Vincent et Vincent Lindon. Et au premier abord, tu peux dire, mais c'est chiant, en quoi ça m'intéresse? Il y a 3 lignes de dialogue et tout. Moi, c'est un des films qui me fait le plus pleurer, parce que c'est pas une histoire qui me touche, parce que je le connais pas, cette histoire, je l'ai pas vécue dans ma vie. Mais le réalisateur me met dans sa tête. Et juste, c'est comme le stand-up, je suis dans sa tête et quand je vis le truc, je me dis, mais évidemment, moi aussi j'ai envie de vivre ça, alors que je pourrais pas le vivre. Il y a un autre film dont tu parlais qui te met un petit peu dans ta tête, c'est je crois un film que tu as vu à Cannes, c'était un film c'était pas des sourds et muets. The Tribe, voilà. De Miroslav Jabotinsky. Pas du tout traduit, etc. Ouais, Donc ouais. tu te poses plein de questions, etc. C'est une dinguerie, ça. J'ai envie de le voir. Je t'avais entendu dire ça, je crois, dans le Café Holo 7. Big up à Louis Dubourg. Louis Dubourg, Ouais. meilleur gars. mais ouais, c'est un film qui est fou. C'est un film il était à Cannes pour la semaine de la critique. Et je l'avais vu là-bas, mais c'était un truc de... C'est 2 heures d'immersion dans un internat de sourds et muets, avec un sourd et muet qui arrive. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un réseau de drogue et de prostitution. Et lui, au début, il est amoureux d'une des prostituées. En fait, il se rend compte qu'il aime plus le pouvoir que sa meuf. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tout le truc, donc c'est que des gens qui signent. Donc ils s'embrouillent en signant, ils se tapent et tout. Et tu ne comprends jamais ce qu'ils se disent. Et moi, j'y étais avec un pote, mais il est dur, le film, il est très dur. Il est interdit moins de 16 ans, moins de 18. Et quand tu sors de là, moi je me souviens, je m'étais dit, oh, s'il a fait ça, c'est parce que... Et lui, il m'a dit, mais pas du tout. Moi, j'ai compris ça. Et en fait, chacun mettait les sous-titres qu'il voulait et l'interprétation. Et est-ce que tu penses que ça, les sourds et muets sont un peu dans le même délire avec nous? Avec nous, peut-être, complètement. Ils comprennent pas du tout, mais c'est juste l'idée de, comme le stand-up, des fois, il y a des idées, elles font un écho... Tu vois, j'aime pas les films où tu comprends tout, où tu sors et t'as rien à digérer. Moi, j'aime bien les films ou les spectacles où tu rentres chez toi et après, tu y repenses un peu le lendemain, t'es dans ta douche et tu te dis, putain, quand il a voulu dire ça, John, sur scène, qu'est-ce que ça raconte? C'était le mime de la douche. Je suis très nul en mime. Très nul. On dirait que je me jette de la bière sur moi. Je vais finir sur une dernière question. Est-ce qu'un braqueur peut aussi aimer Anne Sylvestre? La question est valable pour une partie de ses otages. Est-ce qu'un braqueur de banque peut aussi... Ça, c'est mon frère, non? Non. Ah bon? C'est qui? Alex Lutz. Alex Lutz? Comment t'as posé une question à Alex Lutz? Et ouais, on a son raison, mon petit gars. Waouh! Est-ce qu'un braqueur de banque peut-il
aimer Anne Sylvestre, peut aussi aimer Anne Sylvestre. Ah ouais, c'est beau, la question est valable pour une partie de ses otages. Bah écoute, il a accepté de jouer le rôle principal de mon court-métrage. C'est l'histoire d'un... Je te raconte, je fais toujours des longues réponses, mais je vais être très court. C'est l'histoire d'un braqueur qui braque un otage, qui fait un braquage et il prend en otage des otages. Et il prend en otage un jeune gamin qui est suicidaire. Et du coup, quand ton otage est suicidaire, ça ne tient pas la route. Et du coup, dans un premier temps, il essaie vite de redonner goût à la vie au gamin et de lui faire comprendre qu'il fait une erreur. Et en fait, il se rend compte qu'il est paumé autant que ce gamin. Ils sont au même niveau de saturation dans la vie, sauf qu'il y en a un qui a décidé d'abandonner de manière débile en faisant un suicide, et l'autre qui a décidé de continuer à se battre de manière débile en faisant un braquage. Et du coup, les deux, ils se rendent compte qu'en fait, ils sont paumés pareil. Et ils décident d'abandonner le braquage et de faire croire à tout le monde qui continue le braquage, à la police qui est devant et tout. Mais en fait, c'est juste de communiquer, de se passer le plus d'espoir possible. Ah, j'ai envie de le Et voir. c'est je t'enverrai le lien. Et du coup, il y a Anne Sylvestre à la fin. Il y a une reprise d'Anne Sylvestre à la fin en musique. Et on s'est battu avec Alex pour avoir les droits que nous n'avons pas eu. Mais parce que Anne Sylvestre est gentille. Et du coup, voilà. Mais c'était Alex, je l'aime. Ok. Je l'aime d'amour. On va passer à la dernière séquence de l'émission, c'est le portrait Bounaming, le portrait chinois. Marrant, Ok, d'accord. comme je l'appelle. Ok, très bien. Jingle. Ah, tu connais le délire du portrait chinois, je te pose une question rapidement et tu me réponds rapidement. Non, je connais pas le délire, je te jure, Tu je connais connais pas ça. Ok. C'est quoi Si je te dis si t'étais une salle de spectacle. Ah, waouh, ça va vite. L'atelier, parce que c'est un théâtre à l'italienne, donc Ok. il fait croire qu'il est beau gosse, mais en vrai, même si c'est 100 personnes, c'est tout petit, c'est tout mignon, Ok. c'est détente. Donc Ok. je crois que c'est ça, c'est un mec qui fait croire qu'il est stylé, alors qu'en vrai, non. Si t'étais une première partie. Si j'étais une première partie de Farid. Si tu pouvais effacer un passage de ta vie. Ah, c'est dur. C'est mystique hein, cette question. Elle est mystique, Je l'ai elle est écrit ce dure. matin. Tu l'as écrite ce matin? Est-ce que tu avais des pensées noires pendant que tu l'as écrite D'une partie de ma vie, il y a des choses que j'ai dit à des gens que j'aime et peux répondre oui ou non. que j'aurais pas aimé dire, Ouais, donc ouais. oui. Ok. Si t'étais un regret. Si j'étais un regret, Ouais. des questions d'amour, des choses que j'ai pas faites, que j'aurais dû faire. Ok. Si tu devais retenir un passage dans ton spectacle. La discussion avec mon père le soir où je suis revenu de ma première chronique télé. Parce que c'est un des moments les plus... C'est un pic de ma vie qui a été très dur et à la fois qui m'a appris plein de choses. Si t'étais un nom de film. Un nom de film? Putain, j'espère que vous allez faire du montage, les gars, parce que je peux pas dire de la merde, faut que je réfléchisse un peu. Si j'étais un nom de film? Putain, c'est dur. L'effet papillon? Ah, tu l'as vu l'effet papillon? Non, j'ai même pas vu le film, Ah mais ouais. j'ai le titre en tête. Ok. Bah écoute, moi j'ai vu le film au premier avec Aston Kutcher et je l'avais grave kiffé. Ouais. Putain, faut que je le voie, tout le monde en parle. Ok, bah cool. Bah, Pana, c'est la fin de l'émission. Bah merci. Merci On à va toi. se serrer la main encore comme... Allez, Allez, enchanté, John. Très J'espère bien. que t'as kiffé cette émission. Ouais, super bras. On va Je couper sens du que- bois après. Ouais, avec grand plaisir. Allons-y tout de suite. Bah écoutez, j'invite tout le monde à aller voir le spectacle de Panayotis. Bah, merci. Presque. Ouais. En janvier, t'es au Théâtre Antoine et au Grand Point Virgule. Ouais. Et je suis vraiment content pour toi. Franchement, Merci c'est beaucoup. un Bah, truc merci de de m'avoir ouf. invité, c'était trop cool. Merci, j'ai grave kiffé. Et tu reviens quand tu veux. Quand tu Et feras nous, on Bercy. se croise sur tous les plateaux Merci. de Paris. Merci, l'UE Arena. Moi, je t'invite pour ça. Ok. Je te le ça souhaite. n'arrivera pas, mais avec grand plaisir. Écoutez, merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, à Walter White, à Rino Serros, non j'ai oublié son blaze, à Mourad. Merci à tous ceux qui mettent des commentaires sur l'émission, n'hésitez pas à lâcher des trucs, à m'inspirer. Merci à Panayotis et merci à toute l'équipe de Click, c'était John Sulo pour Solo avec Sulo. Au revoir. Takambedo e mi ero yai mu